Bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce dernier cours de droit administratif, donc enregistré, et vraisemblablement, donc, qui sera le dernier cours de cette année, donc 2019-2020, qui se finit un petit peu d'une drôle de façon. Mais voilà, j'en terminerai par là, et vous aurez donc vu la totalité du programme de droit administratif de deuxième année. Donc sur l'organisation des partiels, pour le moment, rien de nouveau. Donc je ne sais pas comment se dérouleront vos examens, si ils se dérouleront en présentiel ou pas en présentiel. Bref, on n'en sait rien. Voilà, donc dès que j'en sais plus, bien évidemment, je vous tiens au courant. Bon, la réouverture de l'université début mai me semble tout à fait utopique. À mon avis, ne tablez pas quand même là-dessus. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas, je pense quand même qu'on essaiera d'organiser des partiels en présentiel parce que les partiels à distance, ça pose vraiment un nombre de problèmes très très importants. Voilà, mais en tout cas, vous aurez l'intégralité du cours de droit administratif en vidéo avec le polycopié. Et n'hésitez pas en particulier à me poser des questions. Bon, sur le Facebook Live, je vais essayer de l'organiser vendredi, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps d'ici là. Donc, parce que j'ai beaucoup de travail en recherche par ailleurs à organiser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire des mails et je ferai un document éventuellement avec des réponses communes. Euh, voilà. Et par ailleurs, bon, si le polycopier et le cours ne suffisent pas, je vous invite à consulter donc des manuels, à lire des articles. Donc le manuel, je vous ai déjà conseillé celui de Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit. Et puis pour les articles, je vous ai conseillé la lecture d'un certain nombre d'articles et à vous ensuite d'aller regarder sur Doctrinal Plus, par exemple, si vous ne trouvez pas des articles qui pourraient vous aider à comprendre tel ou tel point. Hein, au-delà du cours et de la vidéo, je ne vois pas bien ce que je peux vous apporter, en tout cas de plus. Et par ailleurs, ce que je fais en vidéo correspond exactement ou presque à ce que je ferais en amphi. Et en plus, vous avez le support écrit. Donc, vraiment, si ça ne suffit pas, ça peut ne pas suffire. Je vous invite à aller lire les manuels et les articles et les conclusions des rapporteurs publics et etc tout autant de éventuellement même la presse etc enfin bon, toutes ces choses qui font que vous pouvez nourrir le cours avec des connaissances qui ne sont pas ni le cours lui-même ni ce que je dis moi dans les vidéos, voilà, sachant que je réponds évidemment aux questions que vous me posez par mail et que bon, pour le moment j'en ai presque pas eu. Donc, bon, soit vous avez tout compris, c'est formidable, soit vous ne posez pas de questions. Et bon, bah, moi, ça me fait moins de travail, hein, mais voilà, je vous invite quand même à poser des questions par mail si vous en avez, dans la perspective de l'examen, bon, qui aura lieu, je ne sais pas quand, mais qui aura lieu quand même, hein, voilà. Donc, on est au tout début du mois d'avril. Faites attention de ne pas, enfin, du moins, de ne pas essayer de vous déconcentrer là encore. La période de confinement est difficile, mais essayez de travailler vraiment régulièrement, de ne pas vous décourager et de bien vous préparer quand même à vos examens, hein, parce que d'une manière ou d'une autre, les examens vont se tenir, hein, au moins pour le deuxième semestre, euh, avant la fin, j'espère, de l'année universitaire. Alors j'en viens à la dernière section donc, de ce cours, qui est la section 2 consacrée à la responsabilité sans faute. Donc on a vu la semaine dernière différents cas de responsabilité pour faute. Et puis, donc, dans la responsabilité pour faute, hein, le fondement de l'engagement de la responsabilité de l'administration, c'est quand même la faute. C'est-à-dire pourquoi est-ce que on peut obtenir la réparation d'un dommage qui a été causé par l'administration parce que elle a commis une faute. Et on a vu que dans un premier temps, c'est pas n'importe quelle faute d'ailleurs qui donne lieu à la réparation des préjudices, puisqu'il fallait, hein, dans certains cas, la plupart du temps, il fallait une faute lourde. Et puis, même si la faute lourde a reculé, elle reste exigée dans un certain nombre d'activités.
Donc, vous voyez, dans la responsabilité pour faute, hein, le fondement de l'engagement de la responsabilité, c'est la faute. Et c'est ça qui était vraiment le principe de départ en matière de responsabilité administrative. Bon, même si on va voir que la responsabilité sans faute s'est en réalité développée assez rapidement dans un certain nombre de domaines. Alors, pour la responsabilité pour faute, hein, bon, le fondement c'est la faute, mais si on veut présenter la responsabilité administrative de manière unitaire, ce qu'on peut tout à fait faire, hein, on peut dire que le fondement de la responsabilité de l'administration, ce n'est pas la faute, puisqu'il y a de nombreux régimes de responsabilité sans faute, mais le principe constitutionnel donc d'égalité de tous devant les charges publiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas forcément quelque chose que vous allez trouver dans tous les manuels, hein. Ça, c'est une vision un petit peu personnelle de la responsabilité, donc qui me vient directement du professeur Fatome, qui l'enseignait de cette façon et que je trouve tout à fait éclairante par rapport à la manière dont ça peut être enseigné parfois. Donc l'idée de l'égalité de tous devant les charges publiques, c'est quoi? C'est que lorsque vous subissez un dommage du fait en raison du fait d'une activité ou d'une carence, hein, d'une personne publique ou d'un de ses agents, il y a une rupture d'égalité de tous devant les charges publiques. C'est-à-dire qu'il vous arrive quelque chose qui fait que vous n'êtes pas dans la même situation que tous les autres, puisque vous subissez un dommage. Voilà. Donc, lorsque ici vous subissez un dommage que les autres ne subissent pas, il y a une rupture d'égalité de tous dans les charges publiques, d'accord? Et le seul moyen de rétablir l'égalité va être donc de compenser financièrement cette rupture, autrement dit de l'indemniser par des mécanismes de responsabilité. Donc on peut considérer que le fondement de toute la responsabilité administrative, qu'elle soit sans faute ou pour faute, c'est bien ce principe d'égalité de tous devant les charges publiques. S'il y a une faute, il y a une rupture d'égalité. Et puis après, on va voir que dans les régimes de responsabilité sans faute, il y a d'autres éléments d'anormalité, donc ça ne va pas être la faute, ça va être autre chose, qui vont permettre d'engager la responsabilité de l'administration. Alors, faites bien attention, une fois qu'on a dit ça, donc si on a dit voilà, dès lors qu'on subit un dommage que les autres ne subissent pas, il y a une rupture d'égalité de tous devant les charges publiques, bah, la conséquence, ça serait que à partir du moment où vous subissez un dommage lié à une action administrative, une action positive ou une carence, hein, vous devriez pouvoir obtenir une réparation. Bon, si on consacrait ça, on serait dans un système de responsabilité sans faute généralisée qui serait absolument catastrophique, un, pour les finances publiques, et deux, pour l'action administrative, puisque ça reviendrait à paralyser d'une certaine manière l'action administrative, puisque l'administration se dirait, mon Dieu, dès lors que je cause un préjudice, je dois le réparer, catastrophe, j'arrête d'agir. J'arrête d'agir parce que ça va me coûter trop cher. Donc on n'est pas, en droit français, vous le savez, dans un système de responsabilité sans faute généralisée, et donc pour les raisons que je viens de dire, hein, paralysie de l'action administrative et puis coût hein, pour les finances publiques, donc l'administration ne peut pas être tenue, si vous voulez, de réparer le moindre préjudice qu'elle va causer à ses administrés dans le cadre de ses activités d'intérêt général. Donc deux raisons, hein, bon, il y a le coût pour les finances publiques et puis la paralysie de l'action administrative, et puis il y a aussi l'idée que lorsque on appartient à une collectivité, vous et moi par exemple, on supporte normalement un certain nombre d'inconvénients qui résultent de cette appartenance. Autrement dit, il y a ce qu'on peut considérer comme étant des préjudices et des inconvénients normaux qui vont être la contrepartie des avantages procurés par la collectivité dont on fait partie. Je ne sais pas, par exemple, vous avez une propriété qui est mitoyenne qui donne sur une rue où il y a des platanes. Bon, les platanes appartiennent à la personne publique, et puis bah, c'est l'automne, les feuilles des platanes tombent sur votre pelouse, ça fait pourrir votre pelouse. Bon, vous voyez bien que ici, vous n'allez pas engager la responsabilité sans faute de l'administration parce que les feuilles tombent des arbres et que à l'automne et que ça tombe sur votre pelouse. Bon, vous subissez un dommage, hein, votre pelouse est pourrie, bon, très bien, parce que vous n'avez pas ramassé les feuilles.
Mais vous voyez, là, on est typiquement dans un exemple de charge normale hein, qui pèse sur les membres d'une communauté, d'accord? Vous ne pourrez pas engager la responsabilité de l'administration sans faute parce que votre pelouse a pourri parce que des feuilles de platane sont tombées à l'automne, vous voyez, sur votre belle pelouse. Voilà, que par ailleurs vous n'entretenez pas. Donc ça, c'est une charge normale, par exemple, qui pèse sur l'individu membre de la collectivité. Mais, et là j'en reviens donc à ce que j'avais dit en introduction, hein, n'oubliez pas que le rapport public du Conseil d'État consacré donc à la question de la responsabilité et de la socialisation du risque contenait l'idée que la citation suivante, donc notre société refuse la fatalité et se caractérise par une exigence croissante de sécurité. Cette exigence engendre la conviction que tout risque doit être couvert. Hein, tout risque doit être couvert. Donc il y a l'idée que bon bah voilà, même quand là, c'est parce que c'est l'automne que les feuilles tombent et que votre pelouse a pourri parce qu'il y avait des feuilles sur votre pelouse, bah, il y a quand même une idée, il y aurait probablement peut-être quelqu'un pour aller chercher la responsabilité de l'administration. Hein. Donc, ces charges, si vous voulez, normales qui pèsent sur n'importe quel individu à partir du moment où il est membre d'une collectivité, elles diminuent quand même, enfin, dans l'esprit des gens ou dans l'esprit de la société, hein, sur le plan philosophique, moral et pas seulement juridique. Cette idée qu'on doit supporter des charges, que les charges qu'on doit supporter, en tout cas, doivent être absolument minimes. Hein, minimes. Alors, tout ça, toutes ces raisons donc, qui font qu'on n'est pas dans un système de responsabilité sans faute généralisée, même s'il y a une certaine pression pour qu'on répare absolument tout, hein, ça a pour conséquence que même lorsqu'on est dans un régime de responsabilité sans faute, il faut qu'existe donc ce que le professeur Fatome appelait un élément d'anormalité, donc anormalité en un seul mot, donc qui n'est plus la faute, puisqu'on est dans un système de responsabilité sans faute. Donc vous faites bien attention. Hein. Quand vous parlez de responsabilité sans faute, ne caractérisez pas la faute. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord? C'est un système de responsabilité sans faute. Donc faites attention, ce sont des erreurs que vous commettez par inadvertance, je pense, hein, mais c'est de la responsabilité sans faute. C'est pas de la responsabilité pour faute. Donc vous ne caractérisez pas la faute dans un régime de responsabilité sans faute, ça n'a aucun sens. Hein. Donc il n'y a pas de faute exigée, mais il faut donc un élément d'anormalité. Alors cet élément d'anormalité, il peut se situer donc soit au niveau du fait générateur, donc là où auparavant on avait la faute, on aura un fait générateur un peu particulier, on va voir lequel, soit au niveau du préjudice lui-même, d'accord? Donc dans les systèmes de responsabilité, je rappelle les trois conditions, bon, il y a le fait générateur, la faute dans les systèmes de responsabilité sans faute, un dommage, donc un préjudice, et un lien de causalité entre les deux, d'accord? Entre le fait générateur et le dommage, ok? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc dans les systèmes de responsabilité pour faute, le fait générateur est un fait fautif, d'accord? Il y a un lien de causalité direct et un préjudice, ok? Qui peut être un préjudice, on avait vu, matériel, moral, direct et certain. Bon. Dans la responsabilité sans faute, il n'y a donc pas de faute. Le fait générateur n'est pas une faute de l'administration. Alors, qu'est-ce que ça va être? Donc, il va y avoir un fait générateur qui va entraîner un dommage. D'accord? Ça, c'est la base de la responsabilité sans faute. Un fait générateur non fautif qui va entraîner un dommage. Mais si on restait là-dedans, fait générateur non fautif qui entraîne un dommage, ça veut dire que n'importe quel fait générateur non fautif qui entraîne n'importe quel dommage, avec un lien de causalité, le dommage peut être réparé. Ça, ce serait un système de responsabilité sans faute généralisée, on n'est pas là-dedans. Pourquoi on n'est pas là-dedans? Parce que même dans la responsabilité sans faute, au niveau du fait générateur ou au niveau du préjudice, il va y avoir des éléments d'anormalité. D'accord? Donc l'élément d'anormalité, il peut se situer soit au niveau du fait générateur, comme dans la responsabilité pour faute, d'accord? Le fait générateur est fautif, l'activité de l'administration présente un caractère fautif.
Donc là, je vous renvoie à ce qu'on a vu la semaine dernière. Et où, dans le fait générateur, il n'y a pas de faute, mais l'activité de l'administration, sans être fautive, fait courir ce qu'on peut appeler des risques exceptionnels aux administrés. Donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité sans faute pour risque créé. Pour risque créé, autrement dit, ce qui va causer le dommage, c'est une activité de l'administration qui fait courir, de manière non fautive encore une fois, des risques particuliers aux administrés. Alors en général, c'est parce que l'administration utilise des choses ou des méthodes dangereuses. On va y revenir. Donc responsabilité pour risque créé, c'est une responsabilité sans faute où l'élément d'anormalité se situe au niveau du fait générateur. D'accord ? Et donc ensuite, il y a une dernière hypothèse où la responsabilité sans faute peut être engagée. Donc il n'y a pas de fait générateur fautif, il n'y a pas d'activité de l'administration qui fait courir des risques exceptionnels aux administrés, mais en raison d'une activité non fautive et non risquée, si on veut, de l'administration, l'administré va subir un préjudice anormal. Et là, donc l'élément d'anormalité va se situer au niveau du préjudice lui-même, d'accord ? Et donc ça va être le fondement de la responsabilité de l'administration. Donc c'est une responsabilité sans faute pour préjudice anormal, d'accord ? Puisque la normalité se situe au niveau du préjudice, donc c'est un préjudice très grave, on va y revenir. Et dans les manuels, vous la trouverez sous le nom responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. D'accord ? Alors pourquoi moi je préfère l'appeler responsabilité sans faute pour préjudice anormal ? Déjà parce que c'est ce qu'elle est, concrètement. C'est une responsabilité sans faute pour préjudice anormal. Et d'autre part parce que, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, l'égalité devant les charges publiques, pour moi, ça peut être considéré comme le fondement de toutes les responsabilités, y compris des responsabilités pour faute. Donc je trouve ça un peu inexact, on va dire, de considérer que la responsabilité sans faute pour préjudice anormal est la responsabilité pour rupture d'égalité de tous devant les charges publiques. Mais c'est comme ça que l'appelle la doctrine, donc vous la trouverez comme ça en doctrine. Alors, on va voir donc ces deux types de responsabilité sans faute. Donc, vous voyez bien que même dans la responsabilité sans faute, alors il n'y a pas de faute, mais il y a un truc qui va justifier, qui va permettre de justifier qu'on engage la responsabilité de l'administration. Dans le premier cas, c'est le risque que l'administration fait courir aux administrés, mais encore faudra-t-il un préjudice et un lien de causalité. Ça reste maintenu comme condition. Et dans le deuxième cas, il n'y a pas de risque et il n'y a pas de fait fautif, mais le préjudice est tellement grave, si vous voulez, qu'on considère que c'est anormal et que donc, comme ça vient d'un fait de l'administration, encore une fois non fautif, il faut quand même le réparer puisque ce préjudice est anormal. Voilà. Donc, dans la responsabilité sans faute, vous faites bien attention. Certes, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Donc ça, vraiment, je vous invite à bien faire attention de ne pas aller me qualifier la faute dans un système de responsabilité sans faute. Donc, il n'y a pas de faute dans les systèmes de responsabilité sans faute, mais ça ne veut pas dire qu'il y a responsabilité de la puissance publique du seul fait qu'existe un préjudice réparable et un lien de causalité. Il faut une troisième condition qui est cet élément d'anormalité qui vient remplacer, si vous voulez, en quelque sorte, l'élément anormal qui est la faute. En soi, une faute, c'est pas quelque chose de normal. L'administration, normalement, n'agit pas de manière fautive, d'accord ? Elle peut le faire, ça lui arrive. Normalement, elle le fait pas. Et puis après, si elle agit pas de manière fautive, on peut encore engager sa responsabilité, sans faute, donc, soit pour risque créé, soit pour préjudice anormal. Voilà. Donc, il me semble que présenter comme ça, si vous voulez, ça permet de bien comprendre que la responsabilité sans faute, elle est certes, il n'y a pas de faute, mais il reste quand même quelque chose d'anormal qui permet d'engager la responsabilité de l'administration. Donc ça veut bien dire aussi, vous voyez que même dans les systèmes de responsabilité sans faute, on a l'idée qu'on ne peut pas traiter l'administration totalement comme n'importe qui.
et que, y compris dans les systèmes de responsabilité sans faute, il y a quelque chose un petit peu d'exorbitant dans ce qu'a fait l'administration qui va justifier qu'on puisse engager sa responsabilité. Voilà. Alors, paragraphe 1 tout d'abord, donc, cette responsabilité sans faute pour risque créé, autrement dit, la responsabilité sans faute lorsque l'élément d'anormalité, donc qui n'est plus ici la faute, je me répète, mais bon, comme ça rentre. Donc quand l'élément d'anormalité se situe donc au niveau du fait générateur, d'accord? Alors, il y a tout d'abord la responsabilité donc à l'égard de ce qu'on appelle les collaborateurs du service public, collaborateurs du service public. Donc, c'est la première responsabilité sans faute pour risque créé qui avait été admise par le Conseil d'État, donc historiquement. Alors, vous allez voir, c'est assez ancien, donc ça date de la fin du 19e siècle, puisque donc le Conseil d'État avait admis la responsabilité de l'État dans le cas, donc sans faute, dans l'hypothèse d'un accident professionnel subi par un ouvrier de l'État. Donc c'était un fonctionnaire ou un agent public, d'accord, qui travaillait donc, dans le bâtiment public, par exemple. Donc par cet arrêt, donc qui est un arrêt CAMES, C-A-M-E-S de 1895, qui est au gageage, je pense encore, le Conseil d'État avait donc admis une responsabilité sans faute, donc dans l'hypothèse d'un accident professionnel. Autrement dit, il avait consacré la théorie du risque professionnel. Alors c'est implicite dans l'arrêt qui est très court, mais ça apparaît dans les conclusions donc, de Romieux, qui nous dit qu'il appartient au juge administratif d'examiner directement, d'après ses propres lumières, d'après sa conscience et conformément au principe de l'équité, quels sont les droits et les obligations réciproques de l'État et de ses ouvriers dans l'exécution des services publics, et notamment si l'État doit garantir ses ouvriers contre le risque, donc ce qui est important ici c'est le risque, contre le risque, résultant des travaux qu'il leur fait exécuter. Si un accident se produit dans le travail et s'il n'y a pas faute de l'ouvrier, le service public est responsable et doit indemniser la victime. Donc vous voyez ici, ce qu'on voit bien, c'est que le risque professionnel, donc c'est en faisant faire un certain nombre de tâches plus ou moins risquées à ses agents, l'État donc leur fait courir des risques. Et si un accident professionnel a lieu et que l'ouvrier n'y est pour rien, bon ça c'est la faute de la victime qui exonère en partie l'État, mais c'est une autre question. Eh bien, Romieux nous dit dans ses conclusions, le service public est responsable et doit indemniser la victime. Donc ça veut dire quoi ici, vous voyez bien? Ça veut dire que il y a donc un risque professionnel que l'administration fait courir à ses ouvriers, un accident, donc un dommage, et le lien de causalité, c'est que l'accident se produit dans le travail. Donc il n'y a pas besoin de faute, d'accord? Il n'y a pas besoin de faute, mais d'un risque professionnel que l'administration fait courir donc à ses agents ou à ses fonctionnaires. D'accord? Donc dans cette hypothèse, et ça résulte très clairement des conclusions Romieux, l'administration doit réparer tout dommage parce que son action donc est à l'origine d'un risque spécial, exceptionnel, un risque professionnel qu'elle fait courir à ses agents donc sous contrat ou aux fonctionnaires. Alors, c'est une jurisprudence qui, la jurisprudence sur la responsabilité sans faute pour risque professionnel, n'a aujourd'hui plus qu'un intérêt historique pour les fonctionnaires ou les agents publics, puisque quelques années après la décision du Conseil d'État, donc la décision CAMES de 1995, il y a eu une loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, donc aujourd'hui remplacée par la loi du 30 octobre 46 et par le Code de la sécurité sociale. Et donc cette loi a mis en place des mécanismes forfaitaires et automatiques de réparation pour tous les ouvriers. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une loi qui a unifié en réalité le régime de responsabilité, là encore, donc, qui est le même pour les ouvriers qui travaillent dans le bâtiment public ou les ouvriers qui travaillent dans le bâtiment privé. Donc, c'est
vous tombez d'un échafaudage, je sais pas, vous perdez une jambe, bon, bah, on vous donne tant, voilà. Il y a des barèmes, des mécanismes forfaitaires, et peu importe en réalité votre employeur. Voilà. Après, vous pouvez vous retourner vers votre employeur s'il y a une faute, hein. Mais s'il n'y a pas de faute, vous serez réparé parce que c'est un accident du travail, hein, enfin, le dommage sera réparé, il n'y a pas nécessairement besoin de faute. En revanche, s'il y a une faute, c'est autre chose. Si vous tombez de votre échafaudage parce que l'administration a acheté des échafaudages de mauvaise qualité, etc., enfin, vous pouvez démontrer la faute de votre employeur, là, c'est autre chose, d'accord? Mais il y a des mécanismes de responsabilité sans faute qui permettent de réparer l'ensemble donc des accidents du travail depuis donc cette loi de 1898. Donc c'est bien une responsabilité sans faute qui est régie aujourd'hui par le code de la sécurité sociale et pas par la jurisprudence administrative ou judiciaire. Donc c'est important parce que historiquement c'est la première responsabilité sans faute donc pour risque, hein, un risque professionnel consacré par le Conseil d'État. Alors cette jurisprudence elle n'est pas tout à fait morte, hein, si on peut dire, puisque elle permet aujourd'hui de réparer donc les dommages subis par les victimes tierces donc par rapport à l'action administrative, autrement dit les collaborateurs, enfin ce qu'on appelle les collaborateurs occasionnels du service public. Donc l'idée c'est que là, vous voyez, ce ne sont pas des agents ou des fonctionnaires, donc il n'y a pas de situation statutaire et réglementaire ou de contrat qui lie la personne qui participe au service public et l'administration, mais il va y avoir donc un droit à réparation ouvert donc sans faute, hein, à certaines conditions pour les personnes qui vont avoir participé à l'exécution d'un service public et qui vont avoir subi un dommage à cette occasion, alors même hein, finalement qu'ils n'étaient ni agents ni fonctionnaires. Donc je vous donne, en réalité, donc il y a un certain nombre d'exemples. Alors c'est souvent là encore des exemples assez tragiques, hein, puisque c'est souvent donc alors ce sont des gens qui participent au service public. Il y a pas mal d'arrêts sur les gens qui vont sauver des personnes en train de se noyer à la mer et qui bon, bah, se noient eux-mêmes, hein, ou alors ont des gros dommages physiques. Donc, bah, on attaque hein, la commune pour obtenir réparation en général du fait du préjudice lié à la mort de telle ou telle personne hein, dans donc, cette activité de sauvetage, par exemple, en mer. Donc il y a des exemples comme ça. Alors au départ, donc l'arrêt pardon de départ, c'est un arrêt de 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine. Donc c'est un arrêt qui va constituer un point d'aboutissement donc d'une assez longue évolution jurisprudentielle. Vous voyez, on est en 46, l'arrêt Camès c'est 1895, hein, donc c'est 50 ans plus tard. Et l'idée donc c'est d'accorder aux collaborateurs occasionnels des services publics le droit donc d'obtenir réparation des préjudices qu'ils ont subis dans l'accomplissement de leur mission, sachant hein, qu'il n'y a pas de faute. On est dans la responsabilité sans faute, n'oubliez pas. Donc pas de faute de leur fait, qui permettrait d'exonérer l'administration, et pas non plus de faute de l'administration responsable du service public. Donc pendant un certain temps, seuls les collaborateurs réquisitionnés pouvaient faire l'objet de cette réparation. Donc là, il y aura peut-être de l'actualité hein, avec les très nombreuses réquisitions gouvernementales. Donc c'est toujours valable. Et puis donc le Conseil d'État refusait que les collaborateurs pardon, volontaires et bénévoles puissent obtenir donc cette réparation sans faute, hein, sans faute de l'administration. Donc l'arrêt commune de Saint-Priest-la-Plaine admet enfin la responsabilité de la commune à l'égard d'un collaborateur bénévole. Et il me semble que dans l'arrêt commune de Saint-Priest-la-Plaine, ce sont des gens qui avaient tiré des feux d'artifice pour la commune, donc le 14 juillet, vous voyez, donc bon bah activité risquée, il n'y a pas de faute, et puis bah je sais pas, il y a dû avoir des préjudices du fait de cette activité et
Et donc, on peut obtenir réparation des dommages sans faute causés donc, par cette collaboration volontaire et bénévole au service public. Alors, il y a toutefois donc, 3 conditions de l'engagement de la responsabilité pour risque donc à l'égard des collaborateurs occasionnels du service public. Donc déjà, il faut qu'il y ait une mission de service public. Donc ça renvoie à tout ce qu'on a vu sur le service public. Ensuite, il faut qu'il y ait eu une collaboration effective, donc une collaboration réelle à la mission de service public. Et donc cette collaboration se fait soit sur le fondement d'une réquisition, soit sur le fondement d'une collaboration volontaire et bénévole. Donc il n'y a pas nécessairement de paiement, si vous voulez, des collaborateurs bénévoles des collaborateurs occasionnels en question. Voilà, donc c'est une jurisprudence qui peut encore être réactivée aujourd'hui et peut-être qu'elle le sera dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Mais je pense qu'il y aura vraisemblablement des fonds d'indemnisation plutôt que des mécanismes de responsabilité. Alors, voilà, donc ça c'est la responsabilité donc à l'égard des collaborateurs du service public, et ça ressemble à une responsabilité donc peut-être pour risque professionnel qui couvre donc les accidents liés au risque professionnel au sens très large que peut faire courir l'exercice d'une mission la participation à une mission de service public. Alors ensuite, il peut y avoir une responsabilité, donc petit b, une responsabilité sans faute liée aux risques exceptionnels que l'administration fait courir donc à la population par l'utilisation de choses dangereuses ou du fait d'activités dangereuses. Donc là encore, c'est une responsabilité sans faute assez ancienne, et donc l'arrêt fondateur de cette responsabilité sans faute est un arrêt Regnault-Desrosiers, REGNAULT-Desrosiers, donc tel que dans la fiche, un arrêt de 1919 du Conseil d'État. Donc, l'origine de cette jurisprudence, c'est l'explosion du fort de la Courneuve qui était rempli d'explosifs à l'issue de la Première Guerre mondiale, Et donc ce fort explose et puis crée un certain nombre de dommages évidemment alentour. Et il n'y avait aucune faute finalement de l'armée qui n'a pu être relevée, mais la responsabilité de l'État a été engagée à l'égard des tiers voisins qui avaient subi des dommages du fait de cette explosion, du fait en réalité de l'utilisation donc ici de choses dangereuses, donc c'était des armes explosives, choses dangereuses, donc responsabilité sans faute. Donc ce risque exceptionnel que l'administration fait courir à ses administrés du fait d'utilisation de choses dangereuses. Donc les choses dangereuses, ça peut être des armes, ça peut être aussi des ouvrages publics dangereux. Donc c'était le cas du fort de la Courneuve, puisque c'était un bâtiment qui contenait des explosifs. Donc armes à feu, produits dangereux, etc. Donc quand la chose, si vous subissez un dommage du fait d'une chose dangereuse, la seule chose qu'il faut faire, c'est prouver que la chose est dangereuse. Il n'y a pas de faute à prouver, encore une fois. Dès lors que l'utilisation d'une chose dangereuse cause un dommage, il faut juste montrer le lien de causalité entre le dommage et l'utilisation de la chose dangereuse par l'administration. Pas besoin de prouver de faute. Alors, ce risque exceptionnel, donc il peut résulter de l'utilisation de choses dangereuses, ouvrages publics dangereux, produits dangereux, armes à feu, etc. Mais il peut aussi résulter de l'utilisation de méthodes dangereuses. De méthodes dangereuses, autrement dit, des activités donc menées par l'administration qui, pour des raisons d'intérêt général, donc l'administration prend en charge un certain nombre d'activités, d'accord ? Et dans le cadre de ces activités, elle va utiliser des méthodes qui vont faire courir des risques exceptionnels pour les tiers. Et là, donc c'est en réalité, c'est tout ce qui concerne ça peut être les permissions de sortie pour les détenus, et puis la réinsertion aussi, la réinsertion des détenus, et
tout ce qui est aussi la gestion des malades psychiatriques. Bon, toutes ces méthodes thérapeutiques ou de réinsertion peuvent causer donc entraîner des dommages pour les tiers. Et dans ces conditions, le tiers ne devra pas prouver donc de faute de l'administration, simplement l'utilisation d'une méthode dangereuse. Alors, l'arrêt fondateur, c'est l'arrêt donc Touzelier de 1956 du Conseil d'État, dans lequel le Conseil d'État admet que l'utilisation de méthodes éducatives ou thérapeutiques en milieu ouvert, donc en gros c'est pas dans le milieu carcéral fermé, donc l'utilisation de méthodes éducatives ou thérapeutiques peut ouvrir droit à réparation même sans faute de l'administration. Donc par exemple, vous avez l'administration va utiliser des méthodes de réinsertion sociale, donc comme les régimes de semi-liberté pour certains mineurs délinquants, des permissions de sortie accordées aux détenus ou des sorties d'essai pour les malades psychiatriques. Bon, ce sont, selon les termes du GAJA, des méthodes modernes avec un S, de rééducation, de réinsertion et de soins pour les délinquants ou malades mentaux dont la mise en œuvre laisse aux bénéficiaires une liberté leur permettant d'accomplir des méfaits. Bon, ça on retrouve la formulation un petit peu pas réactionnaire mais un peu vieillotte quand même du GAJA. Donc en réalité, vous voyez, ce sont les alternatives à l'enfermement qui par ailleurs montrent toute leur efficacité dans la réinsertion sociale des détenus ou de certains handicapés, de certains malades psychiatriques. Donc on est bien d'accord, le détenu ou le malade psychiatrique en liberté ou en semi-liberté, il peut causer potentiellement plus de dommages que s'il est enfermé dans une cellule ou dans sa chambre avec une camisole. Donc, l'assouplissement des règles de discipline ici va créer un risque exceptionnel pour les administrés, pour les tiers, donc qui vont éventuellement être confrontés à ce détenu ou à ce malade psychiatrique en liberté. Donc, lorsque il y a un dommage lié à l'utilisation de cette méthode dangereuse, entre guillemets, de réinsertion, il y a un régime de responsabilité sans faute. Donc, je sais pas, par exemple, vous avez un malade psychiatrique qui met le feu à votre maison dans le cadre d'un régime de semi-liberté. Le dommage sera réparé, utilisation d'une méthode, entre guillemets, dangereuse par l'administration, responsabilité sans faute. Voilà. Donc, le Conseil d'État va vérifier l'existence d'un lien de causalité entre donc la méthode qui est utilisée et le préjudice subi, donc lien de causalité direct. Alors, en jurisprudence, donc il y a un arrêt un petit peu bizarre qu'on rattache, mais à mon avis qu'il ne faut pas rattacher à l'arrêt Touzelier, puisque c'est un arrêt de 2005, GIE AXA Courtage du Conseil d'État, donc Conseil d'État 2005 GIE AXA Courtage, donc qui en réalité donc porte sur un dommage qui a été causé par un mineur relevant de l'assistance éducative. Donc en gros, le mineur qui relève de l'assistance éducative, c'est un mineur en danger. C'est un mineur en danger qui a été placé donc soit sous la responsabilité, soit dans un foyer donc sous la responsabilité de l'État, soit dans une famille d'accueil. Donc en réalité, le Conseil d'État a jugé dans cet arrêt de 2005 que lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de l'autorité de l'État, donc pour protéger le mineur, la responsabilité de celui-ci, donc la responsabilité de l'État, est engagée même sans faute pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Donc là, on a un peu l'impression que le mineur est en soi une espèce de chose dangereuse, vous voyez, donc c'est un peu bizarre. En réalité, c'est un mineur en danger qui est placé parce qu'il est en danger. Il n'est pas du tout forcément délinquant. En général, ce sont des enfants battus, des enfants de parents alcooliques, etc. Donc, vous voyez, l'idée, là, on ne pouvait pas vraiment dire que le fait de placer un mineur
en danger dans un service de protection judiciaire créait un risque spécial pour les tiers. Bon, et puis que c'était une méthode dangereuse, le placement. Donc, le Conseil d'État a ici trouvé en réalité un fondement tout à fait inédit de responsabilité sans faute, qui est donc la notion de garde. La notion de garde, comme en droit civil en réalité, donc pour la responsabilité de plein droit des parents du fait de leurs enfants mineurs. Donc, ce qu'on voit bien dans l'arrêt de 2005 GIE à sa courtage, c'est que quand le Conseil d'État, en gros, ne sait pas, enfin, quand les cadres de la responsabilité sans faute, ou pour faute d'ailleurs, classique, ne marchent pas, et que, bon, on voit bien qu'il serait quand même particulièrement inéquitable de ne pas réparer les préjudices causés par ce mineur placé sous la tutelle de l'État, eh bien, il trouve d'autres fondements, un petit peu, je sais pas, au gré des espèces en quelque sorte, pour permettre d'engager la responsabilité de l'État. Donc ici, on a une responsabilité qui consacre en réalité une jurisprudence qui consacre un fondement autonome et nouveau de la responsabilité sans faute, qui tient donc dans la notion de garde, ici la garde d'un mineur, donc qui est placé sous tutelle de l'État. Voilà. Donc cette jurisprudence, bon, elle a pas été beaucoup utilisée. Elle a été appliquée pour les placements de mineurs délinquants, donc dans des établissements dépendant de la protection judiciaire de la jeunesse, donc notamment dans un arrêt de 2009, Association tutélaire des inadaptés. Bon, là, pareil, si on est dans de la responsabilité sans faute, dans de la responsabilité sans faute fondée sur la notion de garde. Donc, vous voyez, ça montre que les cadres de la responsabilité peuvent parfois être un petit peu adaptés. Parfois, ici, là, on emprunte au droit civil de la responsabilité. Lorsque le Conseil d'État, en gros, a idée que il faut réparer les préjudices qui ont été causés, mais que s'il applique les cadres classiques de la responsabilité, y compris responsabilité sans faute, il va pas y arriver. Parce que pour le mineur, ici, on peut pas dire que c'est en soi une chose dangereuse ou qui fait courir un risque spécial parce qu'il a été placé, vous voyez. Donc, le Conseil d'État a su trouver autre chose. Alors, au-delà de ces jurisprudences un peu particulières fondées sur la garde, là plus loin garde, le risque spécial du fait d'activités dangereuses continue de constituer un fondement de responsabilité sans faute de l'administration, notamment en matière médicale. Notamment en matière médicale, parce que un certain nombre d'activités médicales vont être considérées par essence comme faisant courir un risque spécial aux administrés. Alors, le Conseil d'État a jugé en 1995 dans un arrêt consort Nguyen que la fourniture de produits sanguins était en soi, si vous voulez, faisait courir un risque aux administrés et que donc les centres de transfusion étaient responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis. Et pareil, lorsque le dommage résulte de l'utilisation d'une méthode thérapeutique donc susceptible de se révéler dangereuse pour le patient, dans des cas exceptionnels, alors que l'état initial du patient ne permettait pas de prévoir le préjudice subi par le malade. Alors là, c'était une jurisprudence un peu, si vous voulez, limite, puisque on avait dans ces cas-là, donc dans le deuxième cas, utilisation d'une méthode thérapeutique susceptible de se révéler dangereuse pour le patient, dans des cas exceptionnels, alors qu'en réalité rien ne permettait de prévoir le préjudice subi. Donc ça, c'était des jurisprudences un peu limites, puisque en réalité, donc le lien de causalité était très lâche.
Donc, c'est par exemple, euh, en réalité, vous rentrez à l'hôpital et puis rien ne permet de penser que votre état va se dégrader, je sais pas, parce qu'on vous fait enfin, je veux dire n'importe quoi, on vous anesthésie juste un bras et puis je sais pas ce qui se passe, votre bras fait de la gangrène, etc. Enfin bon, ça peut arriver, mais c'est tout à fait exceptionnel. Et par ailleurs, euh, en réalité, les dommages n'ont aucun rapport avec l'état initial qui était le vôtre. Donc, comme il n'y a aucun rapport, le lien de causalité était très distendu. Si vous voulez, le Conseil d'État avait même admis cette responsabilité, donc sans faute, hein, du fait de l'utilisation de méthodes thérapeutiques susceptibles de se révéler dangereuses dans un arrêt de 1997, donc une responsabilité sans faute pour c'était là encore un arrêt avec des faits particulièrement tragiques. Donc c'est des parents qui emmènent leur petit garçon à l'hôpital pour une circoncision rituelle, donc un geste qui n'avait pas de visée médicale. Hein. Et bon bah ça, il y avait l'enfant allait très bien en arrivant, etc. Et puis bon bah pas de chance en quelque sorte, tout dégénère et je crois dans l'arrêt de 1997 que l'enfant finit par mourir. Donc vous voyez, dans ce cas-là, en réalité, bon, si l'enfant est mort, c'est en quelque sorte la faute à personne, c'est la faute à pas de chance, vous voyez. Et donc, et c'était pareil dans l'arrêt Bianchi de 1993, bon, sauf que dans l'arrêt Bianchi, c'était quand même un axe à visée thérapeutique, hein, c'était pas une circoncision rituelle. Donc l'idée là encore, vous voyez, c'est un peu comme dans l'arrêt qu'on avait vu avec la naissance de l'enfant, handicapé. Donc j'essaie de retrouver le nom de l'arrêt. Oui, c'était l'arrêt Epou-Quarez, hein, rappelez-vous. Donc là, on est un peu dans le même type de raisonnement un petit peu trop lâche hein, sur le lien de causalité, sauf qu'on est dans de la responsabilité, on est dans de la responsabilité sans faute. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux que l'indemnisation ne relève pas hein, d'un mécanisme de responsabilité, mais bien de solidarité nationale, et donc d'indemnisation par des fonds d'indemnisation. Donc finalement, le problème ici, c'est qu'il n'y avait pas de lien de causalité directe entre l'agissement de l'hôpital, qui est non fautif hein, en plus, et le préjudice. Donc, il ressortait du rapport public du Conseil d'État de 98 que le ressort profond de cette jurisprudence, donc c'est la jurisprudence Bianchi et puis Hôpital Joseph Humbert d'Arles, c'est le sentiment de solidarité à l'égard des victimes d'un destin particulièrement tragique. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'idée que bon, c'est la faute à pas de chance et c'est pas bien, c'est pas gentil, donc enfin c'est pas cool quoi, donc il faut réparer. Sauf que les mécanismes de responsabilité, ils sont quand même assez inadaptés pour réparer les dommages causés à des victimes d'un destin particulièrement tragique. Voilà. En revanche, au titre de la solidarité nationale, on peut donc indemniser, avec des fonds d'indemnisation ces dommages, donc, et puis manifester un sentiment de solidarité à l'égard des victimes d'un destin particulièrement tragique. Donc, sans faire supporter à l'hôpital une charge donc qui doit être finalement supportée par la collectivité nationale au titre de la solidarité nationale. Donc le législateur a mis en place, par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, donc un régime d'indemnisation donc des accidents médicaux. Et donc cette indemnisation, elle est prise en charge donc et confiée à l'ONIAM, Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Donc c'est un établissement public qui est financé par la sécurité sociale
et qui indemnise les victimes d'accidents médicaux lorsque la responsabilité des établissements de santé ne peut être engagée et que ces accidents ont eu des conséquences anormales eu égard à l'état de santé du patient. Bon, en gros, il indemnise tout un tas d'accidents, de dommages liés à des accidents médicaux, notamment aussi les infections nosocomiales graves. Donc les infections nosocomiales, c'est celles qu'on contracte à l'hôpital, hein. Et puis victime également de la contamination par le VIH à la suite d'une transfusion sanguine. Bon, ça arrive, normalement ça n'arrive plus aujourd'hui, mais en 2002, il y avait encore des victimes de la contamination donc, dans les années qui avaient lieu dans les années 80 et 90. Voilà. Donc, c'est un établissement public qui gère vraiment. Alors, ça n'empêche, hein, bien sûr, ça n'empêche pas d'engager la responsabilité pour faute ou sans faute, hein, dans certains cas, des établissements de santé, hein, des établissements publics de santé. Mais donc typiquement pour les espèces comme dans l'arrêt Bianchi et hôpital Joseph Humbert d'Arles, c'est l'ONIAM qui indemnise et ce ne sera pas l'hôpital. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous essayez d'engager la responsabilité de l'hôpital sur le fondement de la jurisprudence Bianchi ou hôpital Joseph Humbert d'Arles, ça marche pas. Hein, le Conseil d'État vous dira qu'il n'y a pas de lien suffisamment direct entre le dommage qui est parfaitement imprévisible et anormal et puis le fait générateur qui n'aurait jamais dû en réalité causer la mort du patient ou sa dégradation comme elle s'est produite. Alors, dernier régime de responsabilité sans faute de l'État. Donc ici, pour risque, en réalité, risque créé, là encore, hein, c'est le régime de responsabilité sans faute du fait des dommages commis par des attroupements ou rassemblements. Donc, alors, c'est un régime qui a pu avoir une certaine actualité, notamment avec la crise des Gilets jaunes. Donc, Pierre-Laurent Frié nous dit que les manifestations, occupations de locaux ou toute autre forme de rassemblement sont souvent source de divers préjudices parce qu'elles présentent un certain risque. Les fins de manifestations qui dégénèrent sont significatives à cet égard. Alors, en 1986, donc la charge de la responsabilité a été transférée des communes à l'État. Et donc aujourd'hui, l'article L2216-3 du CGCT prévoit que l'État est civilement responsable. Donc ça veut juste dire, ça veut pas dire en droit civil. Hein, faites attention, c'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. C'est civilement responsable, ça veut dire pas pénalement responsable, ok ? Donc, est civilement responsable, donc c'est un régime de responsabilité administrative sans faute, des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. Bon, autrement dit, quand elle a fait une faute parce qu'elle n'a pas, je sais pas quoi, prévenu les manifestations. Donc plusieurs conditions. Alors en réalité, c'est pas une responsabilité si facile que ça à mettre en œuvre, hein, parce qu'il y a des conditions assez importantes. Donc les dommages doivent résulter d'un attroupement ou d'un rassemblement. Donc l'action des casseurs n'est pas couverte par cette responsabilité. Donc vous voyez déjà, première condition assez limitative. Ensuite, les actes commis doivent avoir le caractère de crimes ou de délits. Donc là encore, restriction. Et l'ensemble des préjudices subis donc de ce fait sera réparable, donc ça couvre les préjudices commerciaux, mais vous voyez, il faut attroupement au rassemblement et pas casseurs, donc en gros des manifestations vraisemblablement autorisées, et crimes ou délits. Donc des conditions assez restrictives, mais la responsabilité donc sans faute de l'État peut être engagée, donc ça peut coûter cher à l'État ce type cette responsabilité peut finalement coûter assez cher à l'État, mais il y a des conditions assez restrictives quand même qui font qu'elle est difficile à mettre en œuvre. Voilà. Donc aujourd'hui, la responsabilité pour risque créé, c'est surtout pour l'utilisation de choses
ou de méthodes dangereuses, particulièrement à l'égard des collaborateurs du service public, et puis donc pour les risques, le risque professionnel, et puis bon en matière de responsabilité médicale aussi, même s'il y a des mécanismes d'indemnisation qui ont été mis en place lorsqu'il n'y a pas de faute pour réparer les dommages subis. Alors, deuxième grande responsabilité sans faute, donc paragraphe 2, c'est la responsabilité, et ce sera le dernier paragraphe donc, de ce cours, c'est la responsabilité sans faute, donc qui s'appelle dans les manuels rupture, qui est la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques que j'appelle moi responsabilité pour préjudice, donc responsabilité sans faute pour préjudice anormal. Autrement dit, c'est quand l'élément d'anormalité se situe au niveau du préjudice et non pas au niveau du fait générateur. Alors dans cette hypothèse, on est bien d'accord, l'activité de l'administration n'est pas fautive, elle ne crée pas non plus de risque exceptionnel à la charge des administrés, ni un risque professionnel, ni un risque lié à l'utilisation de choses ou de méthodes dangereuses. Mais l'activité de l'administration va causer un préjudice qui va présenter des caractéristiques telles qu'il paraîtrait fondamentalement anormal que les administrés qui en sont victimes en supportent la charge. Alors, toute la question ici va être de savoir à partir de quand un préjudice est considéré comme anormal. Donc, l'anormalité du préjudice, elle est appréciée au regard de 3 critères. Alors, souvent, vous pouvez lire préjudice spécial et anormal, grave et anormal. Bon, c'est une responsabilité sans faute pour préjudice anormal. Et l'anormalité, en un seul mot, est appréciée au regard de 3 critères. Donc pour moi, quand on dit anormal et spécial, vous dites spécial est intégré dans anormal, donc ça sert à rien. Donc 3 critères, la spécialité, ça veut dire que le préjudice ne doit concerner qu'un nombre restreint de personnes et non la généralité des administrés ou des catégories trop larges. Donc c'est spécial, ça veut dire que ça concerne spécifiquement certaines personnes. La gravité, ça veut dire que le préjudice doit excéder les suggestions normales que les citoyens sont tenus de supporter. Donc c'est l'exemple des feuilles qui tombent sur votre pelouse tout à l'heure, c'est pas anormal, parce que c'est quand même pas très grave. Et troisième élément de l'anormalité, donc pour être anormal, le dommage ne doit pas consister dans la réalisation d'un aléa qui pesait normalement sur la victime compte tenu de l'activité qui est la sienne ou à laquelle elle s'était délibérément exposée. Donc là, on a des exemples un peu sordides en jurisprudence sur cette condition. Donc il n'y a pas de responsabilité sans faute pour préjudice anormal lorsque un pêcheur, par exemple, s'électrocute en pêchant sous des lignes électriques à haute tension. Bon, là, voilà, vous prenez un risque, vous vous collez sous des lignes électriques à haute tension, vous êtes électrocuté, c'était un aléa qui pesait normalement sur vous, il n'y a pas de préjudice anormal, d'accord, parce que le préjudice, est un aléa, consiste dans la réalisation d'un aléa qui pesait normalement sur vous. Donc il y a de la jurisprudence en ce sens. Alors vous faites attention aussi, donc comme c'est une responsabilité pour préjudice anormal, dans cette hypothèse de responsabilité sans faute, la réparation n'est pas intégrale, d'accord ? Elle ne couvre la partie du préjudice elle ne couvre que la partie du préjudice, qui se situe au-delà de la plus loin normalité, d'accord ? Donc on ne répare pas tout le préjudice, on répare seulement ce qui dans le préjudice est anormal. Alors ça peut donner lieu à des calculs un peu particuliers, mais enfin l'idée c'est que c'est pas une réparation intégrale du préjudice, on ne répare que ce qui est anormal. Alors, la responsabilité de l'administration, petit a, peut être engagée sans faute pour préjudice anormal lorsque, pour des motifs d'intérêt général, elle ne prend pas les dispositions qu'elle devrait normalement adopter. Alors, on a un exemple donc assez célèbre, c'est un des grands arrêts donc il est dans le Gaja, un arrêt de 1923, l'arrêt Cuiteas, C-O-U-I-T-E-A-S. Donc ici, on avait je ne sais plus dans quelle colonie ça se passe cet arrêt, mais c'est dans une colonie et où les choses sont assez tendues.
Et en fait, le terrain de Monsieur Cuiteas est occupé par des autochtones, ou, bon, des occupants sans titre, en gros, de son terrain. Alors, il obtient une décision de justice qui ordonne l'expulsion de ces occupants, mais je ne sais plus quelle autorité publique compétente, la locale, refuse en réalité d'exécuter la décision de justice qui permet de libérer son terrain. Et donc le sieur Cuiteas subit un préjudice du fait de l'occupation illégale de son terrain. Il attaque donc la décision, enfin il demande qu'on l'indemnise du fait de ce préjudice, puisqu'on a refusé de faire un exercice légal de la force publique. Donc ici, le Conseil d'État indemnise le sieur Cuiteas et donc considère que donc le refus de concours de la force publique n'est pas, parce qu'il y a des circonstances exceptionnelles, n'est pas illégal, mais que en revanche, donc n'est pas illégal, donc il n'y a pas de faute, parce que tout ce qui est illégal enfin toute illégalité est fautive, d'accord, mais toute illégalité n'entraîne pas la responsabilité de l'administration. Donc bon, ici il n'y a pas d'illégalité, mais il y a un préjudice donc qui nous dit le Conseil d'État s'il excède une certaine durée, donc ne peut être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé, normalement, voilà. Donc il sera indemnisé en partie par la collectivité, voilà. Donc c'est le sens de l'arrêt Cuiteas, autrement dit, c'est une carence de l'autorité administrative à prendre des mesures qu'elle devrait prendre normalement, mais qu'elle ne prend pas donc de manière parfaitement légale, qu'elle ne prend pas de manière parfaitement légale. Donc il peut y avoir une indemnisation pour préjudice anormal. Alors, deuxième hypothèse, petit b, la responsabilité de la personne publique, elle peut être engagée sans faute lorsque positivement sont adoptées des mesures qui entraînent des préjudices anormaux. Donc ici, vous avez l'autorité de police ou le législateur qui va adopter un acte positivement. L'acte n'est pas illégal, d'accord, il n'est pas fautif, et pourtant il va causer un préjudice anormal, donc qui sera réparé. Alors, premier exemple, donc les décisions réglementaires, en particulier les règlements de police, peuvent entraîner donc des préjudices qui, dans la mesure où ils vont présenter un caractère anormal, doivent être réparés par la collectivité qui les a causés. Donc, le Conseil d'État a admis à propos de règlements de police, donc encore une fois pris en toute légalité, donc faites attention, il n'y a pas de problème de légalité, il n'y a pas de faute, d'accord, tout est légal, voilà. Donc c'était des règlements de police qui interdisaient le passage des piétons sur une voie d'accès à un site touristique très fréquenté et où étaient établis des commerçants, donc qui tiraient l'essentiel de leur activité de cette circulation. Donc, pas de problème pour interdire le passage des piétons ici, c'est légal, mais préjudice anormal, vous voyez, préjudice commercial, donc réparé au titre de la responsabilité sans faute pour préjudice anormal, donc dans cet arrêt de 1963, commune de Gavarnie, donc qui reconnaît la responsabilité sans faute du fait de décisions réglementaires. Alors, les lois et les conventions internationales peuvent également entraîner des préjudices anormaux et donc être à l'origine de régimes de responsabilité, donc sans faute, du fait des lois ou du fait des conventions internationales. Alors, et encore une fois, ce sont des lois qui ne posent a priori pas, qui sont conventionnelles ou constitutionnelles, d'accord? Donc, il n'y a pas d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité de la loi. Alors, c'est ce qu'on appelle le régime de la responsabilité du fait des lois. C'est un régime qui a mis pas mal de temps à se mettre en place et pour lequel le Conseil d'État est resté assez longtemps réticent, puisque, rappelez-vous, pendant très longtemps, l'ordre juridique français est un ordre légicentré, donc la loi est souveraine, et puis il y a l'idée quand même que le législateur ne peut mal faire. Ne peut mal faire, donc on ne va pas le contrôler, puis on ne va pas dire que le législateur est responsable, vous voyez, qu'il a causé des préjudices, quelle horreur, quoi. Bon. Donc,
un siècle. Alors l'arrêt de référence en matière de responsabilité du fait des lois, c'est l'arrêt Société La Fleurette de 1938, et puis mis à jour en quelque sorte par l'arrêt Société Coopérative Agricole Action de 2005 du Conseil d'État. Donc, en 1838, par l'arrêt du Châtelier, le Conseil d'État pose pour principe que l'État ne saurait être responsable des conséquences des lois qui, dans un intérêt général, prohibent l'exercice d'une industrie à moins que les dispositions spéciales ne soient intervenues dans ce sens. Donc, c'est encore l'histoire du monopole des allumettes avec la fermeture des fabriques. Donc, l'idée, c'est que il n'y a pas de responsabilité de l'État législateur, d'accord, irresponsabilité totale de l'État législateur, qui, lorsque la loi établit un monopole des allumettes ou lorsqu'elle interdit, donc le monopole des allumettes, c'est l'arrêt Moroche de 1875 et l'arrêt du Châtelier, c'est l'interdiction de la fabrication, de la vente et de la circulation du tabac factice, avec aucune indemnité pour les personnes dont l'interdiction léserait les intérêts. Donc en gros, pas de responsabilité de l'État législateur. En réalité, ça se comprend assez bien à l'époque où l'État est assez globalement irresponsable, d'accord, et où on commence à reconnaître la responsabilité de l'État administrateur pour faute lourde, d'accord. Donc, au départ, dans le système de responsabilité administrative, il n'y a pas de responsabilité du fait des lois. Mais comme la responsabilité du fait de l'administration est de plus en plus reconnue, sans faute, pour faute simple, etc., à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l'irresponsabilité de l'État législateur ne s'impose plus avec la même évidence. Donc, il y a tout un tas d'évolutions sur lesquelles je passe rapidement, vous pouvez les lire dans le fascicule, qui mènent finalement à un arrêt très connu de 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette, dans lequel le Conseil d'État pose la responsabilité du fait des lois, donc la responsabilité de l'État législateur, et en réalité pose deux conditions pour que la responsabilité du fait des lois puisse être mise en jeu. Donc première condition, il faut que le législateur n'ait pas entendu exclure toute indemnisation. Il faut que le législateur n'ait pas entendu exclure toute indemnisation. Et deuxième condition, il faut un préjudice anormal, donc spécial, avec un critère de gravité et qui ne consiste pas dans la réalisation d'un aléa pesant normalement sur la victime. Alors, sur la première condition, donc on est d'accord, on a une loi. Alors dans l'arrêt Société La Fleurette, c'était une loi qui interdisait de commercialiser je ne sais plus quel produit immonde qui sous le terme de crème mais qui n'en était pas. Alors c'était un truc qui s'appelait de la gradine, mais c'était tout sauf de la crème. Donc il y a une interdiction de commercialiser un certain nombre de produits, et donc produits dont la gradine qui était commercialisée par cette société La Fleurette, donc qui subit un préjudice anormal du fait de l'interdiction de cette commercialisation. Je crois que dans l'arrêt La Fleurette, le Conseil d'État considère il y a engage pour la première fois la responsabilité
sans faute, donc du fait de l'État législateur. Alors, deux conditions. Le législateur, donc, ne doit pas avoir entendu exclure toute indemnisation. Le problème au niveau de cette condition, et qui faisait que la responsabilité du fait des lois était très rarement admise, c'est que la jurisprudence le Conseil d'État et les tribunaux administratifs avaient tendance à considérer que, dès lors que la loi intervenait dans un intérêt général et prééminent, le législateur, donc, nécessairement entendait exclure toute indemnisation. Donc, il y avait une espèce de présomption selon laquelle le législateur avait exclu l'indemnisation. Bon, donc en 2005, dans l'arrêt Coopérative agricole Action, le Conseil d'État donc est revenu sur cette jurisprudence et donc il a considéré que lorsque le législateur ne dit rien sur l'indemnisation, donc liée à l'éventuelle mise en œuvre de la loi, le silence de la loi ne saurait être interprété comme excluant par principe tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Voilà, donc en réalité, dès lors que le législateur n'exclut pas l'indemnisation, on considère que si il y a un préjudice anormal qui découle de la mise en œuvre de la loi, il peut être indemnisé. Alors, la deuxième condition, c'est que le préjudice doit être anormal, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en réalité, lorsqu'on a une loi, la responsabilité du fait des lois, donc qui est une responsabilité sans faute, sera très difficile à mettre en œuvre parce que dans les conditions de la normalité, on l'a vu tout à l'heure, il y a la condition de spécialité. Or, une loi concerne en général un nombre de personnes relativement important, et donc la condition de spécialité fera souvent défaut. Donc, c'est sur cette condition de spécialité que on écartera la responsabilité sans faute du fait des lois. Alors, responsabilité sans faute du fait des lois, responsabilité sans faute également liée aux conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne. Donc ça, c'est reconnu en 1966 dans un arrêt Compagnie Générale d'Énergie Radioélectrique. Donc là, c'était une convention internationale, finalement, régulièrement introduite dans l'ordre interne qui occasionne des dommages à des particuliers. Donc là, on a la même jurisprudence que l'arrêt La Fleurette, deux conditions. La convention ou la loi d'intégration du traité dans l'ordre interne ne peuvent pas donc être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et réparation d'un préjudice anormal. Alors vous voyez typiquement ici, dans cet arrêt de 1966, la responsabilité est écartée. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de spécialité du préjudice, puisque un grand nombre de ressortissants français étaient victimes de dommages analogues à celui allégué par la compagnie requérante. Donc, en réalité, pour les conventions internationales, la condition de spécialité fait que cette responsabilité n'a été admise qu'à 2 reprises, puisque les conventions internationales touchent un très grand nombre de personnes. Et pour la loi, c'est souvent difficile, on va dire, d'obtenir la mise en cause de la responsabilité sans faute du fait des lois, parce que là encore, sur les critères de spécialité, ce sera assez difficile. Alors, pour conclure, et je n'insiste pas parce que c'est pas vraiment dans le programme et c'est plus du contentieux, mais c'est assez intéressant. Donc, à partir de 2007 et dans l'actualité très récente, donc il y a un arrêt aussi que je voudrais juste vous signaler et que j'ai reproduit en fin de fascicule. Donc, la responsabilité sans faute du fait des lois, donc ce sont des lois dont on ne discute pas le caractère constitutionnel ou conventionnel. Mais donc depuis le début des années, la fin des années 2000,
et jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, se sont développés deux régimes de responsabilité sans faute. Enfin, deux régimes de responsabilité, on ne sait pas si c'est sans faute ou pour faute, c'est un peu bizarre. C'est des régimes de responsabilité un peu bâtards, qui ne disent pas leur nom. Donc, ce sont les régimes de responsabilité du fait des lois inconventionnelles et du fait des lois inconstitutionnelles. Voilà, donc ce sont des régimes, à mon avis, de responsabilité pour faute, puisque l'inconventionnalité est une irrégularité et l'inconstitutionnalité aussi, donc une faute. Même si on a du mal, en fait, à dire que c'est un régime de responsabilité pour faute, parce qu'on a du mal à dire en droit français que le législateur a fait une faute, vous voyez. Mais en tout cas, depuis 2007, donc vous pouvez mettre en cause la responsabilité donc de l'État législateur pour l'adoption d'une loi inconventionnelle. Et depuis 2019, donc depuis un arrêt du 24 décembre 2019 du Conseil d'État, vous pouvez aussi mettre en cause la responsabilité de l'État législateur du fait des lois inconstitutionnelles. Voilà. Donc c'est le tout dernier régime de responsabilité administrative forgé par le Conseil d'État. Pourquoi c'est administratif? Parce que c'est un régime de responsabilité donc de l'État, législateur ici, pour l'adoption d'une loi inconstitutionnelle. Donc, je vous lis les deux considérants de principe de cet arrêt qui font une espèce de synthèse en réalité sur le régime de responsabilité du fait des lois. Donc, point 5 de l'arrêt de 2019, la responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée d'une part sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est la responsabilité pour préjudice anormal classique. Pour assurer la réparation de préjudice né de l'adoption d'une loi, à la condition que cette loi n'ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, donc préjudice anormal, ne puisse dès lors être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. Donc ça, ce point 5, c'est le rappel de la jurisprudence Société La Fleurette, actualisée avec l'arrêt Coopérative Agricole Action. Donc ici, c'est de la responsabilité sans faute du fait des lois classiques. Vous pouvez noter à côté du point 5. Donc responsabilité sans faute, je note aussi moi. Classique, classique du fait des lois. Donc, vous pouvez appeler ça une responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques ou une responsabilité pour préjudice anormal. Ensuite, point 6, et c'est là l'apport de l'arrêt, donc elle peut également être engagée, donc la responsabilité de l'État du fait des lois, d'autre part, d'autre part, ça veut dire qu'on change de régime quand même, vous voyez, le d'autre part montre qu'on n'est pas dans le régime de responsabilité sans faute classique. D'autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l'ensemble des préjudices, donc l'ensemble des préjudices qui résultent, donc ça veut dire que c'est pas seulement les préjudices anormaux ici, l'ensemble des préjudices qui résultent de l'application d'une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. Donc, ou les engagements internationaux de la France, c'est la jurisprudence Garde-Dieu de 2007 qui était déjà reconnue, que vous pouvez aller regarder par curiosité. Et après, donc à partir de toutefois, vous pouvez lire, mais ça devient un petit peu plus compliqué. Donc c'est tout le régime de la responsabilité de l'État du fait d'une disposition législative contraire à la Constitution. Voilà. Donc c'est juste pour montrer que ce n'est pas exactement le même régime que pour la responsabilité du fait des lois inconventionnelles. Mais ce qui est important, c'est de bien noter qu'ici on est dans la responsabilité, à mon avis, pour faute de l'État législateur, même si on a du mal à le dire comme ça, pour méconnaissance de la Constitution ou des engagements internationaux de la France. Vous voyez, mais on a du mal à dire que c'est un régime de responsabilité pour faute, parce qu'on a du mal à dire que le législateur français peut être fautif, que la loi peut être fautive,
alors qu'on n'a aucun mal à dire que l'administration peut commettre des fautes, en particulier en adoptant des actes réglementaires ou individuels illégaux. Voilà, mais pour le législateur français, c'est plus dur. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, on peut mettre en cause la responsabilité du législateur sans faute, donc du fait d'une loi qui cause un préjudice anormal. Et puis, on peut obtenir réparation des préjudices causés, et donc pas des préjudices anormaux, mais de tous les préjudices causés par l'adoption d'une loi inconventionnelle ou, donc ça c'est depuis 2007, ou depuis 2019, d'une loi donc inconstitutionnelle. Alors dans un certain nombre de conditions qui sont très compliquées à connaître, et je ne vous demande pas de les connaître, mais simplement je vous demande de savoir que depuis 2019, on peut mettre en cause la responsabilité de l'État législateur du fait de l'adoption d'une loi inconstitutionnelle. Donc vous voyez, on a quand même mis entre 2007, donc 12 ans, 12 ans, pour admettre, donc on a d'abord admis la responsabilité du fait de l'État du fait des lois inconventionnelles, et puis on a mis 12 ans pour admettre ensuite la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles. Donc c'est encore montrer que on a du mal à tirer les conséquences. C'est comme on a eu du mal à mettre en place un contrôle de constitutionnalité a posteriori, on a eu du mal à mettre en place un régime de responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles. C'est 2019 en France, c'est quand même extrêmement tard par rapport notamment à plein de pays européens où il y a des régimes comme celui-ci qui existent depuis bien plus longtemps. Voilà. Et par ailleurs, 12 ans de retard sur la responsabilité du fait des lois inconventionnelles. Donc là encore, c'est un peu comme Nicolo QPC, ça ressemble, vous voyez, ça résonne avec les régimes de responsabilité. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce cours annuel de droit administratif et avec en particulier ces questions de responsabilité. Donc pour compléter le cours, les vidéos, vous avez bien sûr le GAJA, vous avez le manuel de Pierre Laurent Frier et Jacques Petit, ou d'autres manuels, si jamais celui-ci ne vous convient pas. Donc vous avez aussi l'hypercours d'Alos qui est bien, voilà, mais prenez le manuel avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais voir si j'arrive à organiser un Facebook Live, mais j'ai vraiment un peu beaucoup de travail par ailleurs là cette semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions par mail. Et voilà, à bien réviser votre cours avec le polycopier. Allez regarder aussi les arrêts que je mentionne, allez les lire, allez voir ce qu'ils disent, etc. Ça vous aidera aussi probablement à comprendre ce que je dis dans le cours. Voilà, et n'hésitez pas à poser des questions. Donc j'ai terminé le cours, mais je n'ai pas disparu de la surface de la planète. Donc, je réponds bien évidemment à l'ensemble de vos questions par mail. Et puis, j'essaye d'organiser un Facebook Live, donc soit en fin de semaine, probablement vendredi, soit en début de semaine. Donc, je vous tiens bien évidemment au courant. Voilà, donc bon courage pour l'intégration de la fin de ce cours, donc un peu dense, mais je pense tout à fait, à condition d'y passer le temps nécessaire, normalement vous devriez pouvoir comprendre, ça pose pas plus de difficultés que le reste du cours. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions et à bien travailler régulièrement, pas seulement le droit administratif mais l'ensemble des matières pour ne pas être pris de court. Si jamais on pouvait organiser des partiels en présentiel à relativement brève échéance. Voilà. Donc à très bientôt et n'hésitez pas, je suis toujours au bout de mon mail. Bon courage.